Bienvenue dans Comme toujours, comme chaque semaine, retour sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication. Nous allons essayer de lire entre les lignes parce que, ne l'oubliez pas, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. On regarde le sommaire de l'émission de cette semaine avec d'abord David Bowie, l'homme au sans visage. Il avait même organisé, figurez-vous, la com de sa mort. Et toute sa vie, il aura pris un temps d'avance. Je n'aime pas la mode, j'aime le style, disait David Bowie. La politique, ça n'est pas que du spectacle, pas de mélange des genres. Qui disait cela il y a quelques mois? Eh bien, un certain Manuel Valls. Pourtant, il va dans On n'est pas couché, chez Laurent Ruquier, le Premier ministre est en train de saturer l'espace médiatique. Est-ce ou non la bonne stratégie? Et puis, la contre-attaque de Julien Lepers. Après des semaines de silence, il se lâche et balance sur France 3 qu'il l'a viré. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer impitoyable en termes d'image? Et avec nous pour évoquer ces sujets et raconter ces histoires de com, Romain Mouton de RM Conseil. Bonsoir Romain. Bonsoir Julien. Philippe Moreau-Chevrolet de MCGB Conseil. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Puis Guillaume Jubin du cabinet Tilder. Rebonsoir Guillaume. Bonsoir. David Bowie est donc mort cette semaine à 69 ans. Il aura été précurseur tout au long de sa vie. On l'a beaucoup dit, pas seulement sur la musique, mais également sur la question de la gestion de son image. Jusqu'au dernier moment, il aura tout mis en scène, y compris sa propre mort. Regardez le clip de Lazarus, un clip qu'on a pu voir 2 jours seulement avant d'apprendre sa mort. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Philippe Moreau-Chevrolet, image glaçante, évidemment, mise en scène de sa propre mort. Oui, Lazare, c'est celui qui ressuscite. revient, oui. Donc, d'une certaine façon, il ressuscite par sa popularité. David Bowie, c'est marrant parce qu'on voit ces stars en fait, qui ont géré leur communication depuis leur début jusqu'à la fin. Ces vieilles stars des années 70, c'est aussi le cas de Mick Jagger, c'est aussi le cas de Bono finalement. Donc, c'est une génération qui s'éteint. Et en termes de com, Bowie est certainement celui qui a le mieux maîtrisé sa communication parce qu'il pratiquait un décalage qui était toujours à la limite du ridicule, à la limite de l'androgynie, mais qui parvenait à garder la curiosité du public et à l'émoustiller en fait. C'est assez rare que de garder une image aussi forte aussi longtemps. Et il aura réussi, Romain Mouton, à ne pas incarner la vieillesse, puisque pendant 10 ans, on ne l'a pas vu. Donc on garde cette image de David Bowie sans âge qu'il aura eu tout au long de sa vie. Bien sûr, et David Bowie a toujours été un maître du storytelling, c'est-à-dire qu'il a toujours tout calculé, tout calibré, et en fait chacune de ses apparitions, même quand c'était ses costumes, ses personnages, était en adéquation avec la société, l'espèce d'homme Halloween qui était un mi-homme, mi-chien, c'était en parallèle du livre de George Orwell 1984, et il n'a pas vieilli, en plus de ça il a su utiliser toutes les dernières techniques de communication. C'est un des premiers qui a réussi à faire des concerts en simultané dans des milliers de salles de cinéma. C'est lui qui a utilisé les réseaux sociaux et qui a toujours gardé le contact avec les fans et les journalistes grâce aux nouveaux outils de communication. Donc c'est à la fois un mythe et un précurseur, même en termes de la maîtrise des outils de communication. Effectivement, et les autres derrière ont suivi. Vous avez parlé de 1984, on a entendu Space Oddity, qui est une allusion à Space Odyssey, le film de Stanley Kubrick. Il y a eu Guillaume Jubin, cet hommage rendu par un guitariste dans la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas si vous avez vu cette image incroyable. Absolument. Il a vraiment créé tout un univers autour de lui et autour de ses marottes, à commencer donc par l'espace. C'est vrai, mais il a bénéficié aussi, je crois, d'une époque dans laquelle une émotion collective se fait autour des réseaux sociaux, autour du digital, et qui finalement a porté aussi l'événement qui a constitué sa mort et qu'il avait scénarisé. Donc je crois vraiment qu'il y a aussi cette émotion collective mondialisée désormais qui s'exprime de façon immédiate et de façon très forte. On l'a vu dans le cas de décès de grandes personnalités au cours des dernières semaines, dont il a finalement aussi pu profiter dans la scénarisation de sa mort. Philippe Moreau-Chevrolet, vous parliez de ces différentes transformations. Ça a été symbolisé par ce qu'on appelle un GIF sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une image qui tourne en boucle. Je ne sais pas si vous avez vu ce morphing. Il y a même eu un crossover, puisque les internautes ont trouvé que Galabru, la mort, qui est mort aussi, n'a pas été célébré assez. Donc ils ont fait la même chose, mais avec le visage de Galabru, avec les coiffures de David Bowie. Donc, ça devait être moins spectaculaire. C'était moins spectaculaire, mais en fond, c'est vrai que c'est une globalisation du deuil qui est assez impressionnante, parce qu'en fait, maintenant, les réseaux sociaux amplifient les émotions, sont des autoroutes de l'émotion en réalité.
société. C'est la monnaie d'échange, l'émotion. Sur les réseaux sociaux, on échange des likes et au moment de la mort de quelqu'un, il se cristallise vraiment quelque chose. En France en particulier, où on est dans une pleine vague commémorative, où finalement on regarde plus derrière nous que devant nous d'une certaine façon. Les réseaux sociaux qui sont souvent un petit peu suivistes tout au long de sa vie, David Bowie, lui, il a été prescripteur et d'ailleurs il avait cette phrase absolument géniale qu'on va écouter tout de suite. La meilleure chose à faire est de ne pas regarder en arrière. Ça ne sert à rien de s'étendre sur le passé, sur ce que vous avez fait avant. Chercher à faire de la nouveauté à tout prix, ça s'appelle de la mode. Et moi, je n'aime pas être à la mode, je préfère avoir du style. Fantastique, Romain Mouton, non ? Tout est dit. C'est formidable, il a réussi à passer les générations sans être une victime de la mode. Et d'ailleurs, il a réussi avec un principe less is more, c'est-à-dire que plus il était connu, moins il parlait. Ouais. Donc il calculait ses prises de parole pour à chaque fois donner une petite dose, un petit peu, et finalement c'est ça qui crée, en créant le manque, il a créé une légende. Avec Guillaume Jumin, des apparitions parfois surprenantes, mais qui lui ont permis de parler à toutes les générations. Par exemple, dans les années 90, il participe à un jeu vidéo, on l'attend pas du tout là, ou bien il a doublé Bob l'éponge. Il a su s'adapter à son époque, finalement. C'est ça, finalement, la réussite d'une communication qui fonctionne, c'est qu'elle s'adapte à son époque. Et lui a eu cette intelligence de réussir à continuer à faire la même musique, qui n'a pas bougé avec le temps, ou qui a évolué un tout petit peu, mais qui est resté du Bowie, Ouais. mais en même temps une communication qui, pour le coup, s'est adaptée à son époque et qui a été au-delà du Bowie. Sur le choix du traitement médiatique, maintenant, Philippe Moreau-Chevrolet, je voudrais qu'on voit une image qui est assez intéressante. Ce sont deux couvertures de magazines français, Paris Match et l'Obs. Parmi toutes les photos qui existent de David Bowie, il y en a évidemment des milliers et des milliers. Et ben, ils ont choisi la même. On voit David Bowie qui cligne de l'œil, qui fait chute comme ça. C'est quand même étonnant que ça soit tombé sur cette photo qu'on découvre ici. Il ne cligne pas de l'œil, mais il fait bien chute. Pourquoi, à votre avis, les deux magazines ont choisi cette même photo ? Parce que c'est le chanteur qui ne chante plus, qui s'éteint, qui est silencieux. Donc, d'une certaine façon, c'est une façon de représenter le deuil. C'est toujours compliqué de représenter le deuil. Et le seul journal qui sait vraiment bien le faire, c'est Libération, parce qu'il choisit toujours des clichés magnifiques et inattendus. Ça, c'est plus attendu. Le chanteur s'éteint, il se tait, donc on fait chute, on fait silence, en fait. C'est une photo qui est intéressante. Moi, je préfère la photo du Times, qui est une photo très graphique, où on le voit dans un grand habit, avec ses traits design. Ça crée un espèce de motif géométrique. Ça correspondait beaucoup plus à la bizarrerie, à l'étrangeté, à la créativité surtout de Bowie. Là, c'est plus conventionnel. N'importe qui peut être dans cette photo finalement. Explication non pas de texte, mais d'image par Philippe Moreau-Chevrolet. On va revenir à la politique maintenant. Et oui, parce que Manuel Valls va s'exprimer ce week-end chez Laurent Ruquier. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Manuel Valls, dans des paroles et des actes, il disait en gros que il ne fallait pas faire de politique spectacle. La politique, ça n'est pas que du spectacle. Je pense que c'est quelque chose de profondément sérieux. Alors, Romain Mouton, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux chez Laurent Ruquier, évidemment. Il y a du fond dans cette émission. Mais c'est une émission qui mélange un petit peu les invités et les genres. Pourquoi il y va, d'après vous ? Il y va, et c'est assez contradictoire déjà avec cette déclaration. On se rappelle, on lui avait montré des tweets, donc Absolument. on lui avait amené de la modernité, il avait refusé de commenter des tweets. C'est dans ce cadre-là qu'il avait prononcé cette phrase, absolument. Exactement. Et là maintenant, il dit non mais il faut s'exprimer, c'est la modernité, il faut aller chez Laurent Ruquier. Déjà le postulat de base, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la qualité de l'émission de Laurent Ruquier. C'est une émission certes populaire et grand public, mais quand un invité politique est en plateau, il est face à certes Laurent Ruquier, mais à Léa Salamé et à Yann Moix, qui sont des intervieweurs, d'excellents intervieweurs, et on n'a pas à remettre, enfin, à mon sens, on n'a pas à remettre en cause la qualité de leur interview. Après, la stratégie politique de communication politique de Manuel Valls est d'occuper le terrain, car il sent qu'il a aussi besoin de garder la main notamment face à Emmanuel Macron. D'ailleurs, il met toute son énergie pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne présente pas une nouvelle loi et que ce soit au profit de Myriam El Khomri. Donc Manuel Valls marque son territoire. C'est une stratégie somme toute classique. Après, l'aller chez Laurent Ruquier, ça lui permet de s'adresser à un nouveau public plus large. Ça lui permet également d'apparaître sous un nouveau jour. On dit souvent, oui, Manuel Valls, il sourit jamais, il est trop rigide, etc. Bah là, chez Laurent Ruquier, peut-être qu'il arrivera à montrer une nouvelle facette de sa personnalité. Après, ça dépendra aussi du montage, puisque l'émission est enregistrée. C'est aussi un choix un peu risqué, parce que l'émission est donc enregistrée le jeudi soir et elle est diffusée samedi soir. Donc est-ce que le montage lui sera favorable ? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, je trouve que la polémique est un peu vaine. Et quand on voit les gens à droite qui lui tapent dessus, c'est certainement parce qu'ils sont jaloux et qu'ils aimeraient être eux-mêmes invités sur le plateau de Laurent Ruquier. Il y a un député de droite, justement, qui lui a tapé dessus à l'Assemblée nationale cette semaine. Regardez la séquence.
Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Ne nous dites pas que le président de la République va y aller aussi, quand même. Ça, je vous renvoie évidemment à votre propre réflexion, mais surtout une certaine forme de légèreté, d'ironie déplacée, qui, me semble-t-il, n'est pas à la hauteur de ce que les Français attendent d'un député de l'opposition lorsqu'il s'agit de poser la question de l'emploi et du travail. Guillaume Jubin, la petite mimique de Manuel Valls. C'est un bisou, hein, c'est un ouais, bah on sait pas trop, mais c'est vrai que ça ressemble à un petit bisou. Premier ministre des bisous. Je crois que Manuel Valls, il est quelque part pris à son propre piège, c'est-à-dire qu'il a décidé de saturer l'espace médiatique, d'intervenir dans tous les médias. À partir du moment où il a fait ce choix-là, il est naturel d'aller dans tous les types d'émissions, y compris dans ceux qui sont moins, j'allais dire, politiquement organisés pour le débat politique. Voilà. Donc il fait la stratégie qui est la sienne, je sature l'espace médiatique, je suis présent dans tout type d'émissions pour porter mon message. La question de savoir ensuite si ce message sera entendu. Philippe Moreau-Chevrolet, la saturation de l'espace médiatique, très concrètement, elle se mesure. 25 émissions de télé pour le Premier ministre en 4 mois et demi, c'est quand même colossal. C'est un chiffre qui est très gros, hein, avec plein d'émissions, pas seulement des JT, quoi. Oui, puis là, la question, c'est quand même celle de l'efficacité, c'est-à-dire à quoi ça sert. Alors, ça sert à marquer son territoire. Romain a raison, c'est une façon de dire, voilà, Macron le déborde sur la droite de la gauche, on va dire ça comme ça. Donc, il faut essayer de le maîtriser. Et puis, par ailleurs, Hollande occupe tout le régalien, parce qu'on est dans une période où ça ne peut être que le président de la République. Qu'est-ce qui reste à Manuel Valls ? Pas grand-chose, à part effectivement aller dans des émissions grand public. Et il essaye aussi d'être le premier. Ce qui est intéressant quand même, pour donner un petit peu de positif, c'est qu'il est le premier à aller... Premier ministre en exercice sur le plateau du Petit Journal de cette façon, il est le premier à aller dans On n'est pas couché, donc il essaye d'innover en étant le premier à aller quelque part. Donc c'est aussi, ça a une valeur en soi en politique. Hein. Obama avait fait toute sa campagne en 2008 en étant le premier à aller sur des plateformes internet que personne n'avait pratiquées jusqu'à présent. Et il continue, donc ça a une valeur en soi. Le problème pour Manuel Valls, c'est qu'effectivement c'est l'homme qui ne sourit jamais, qu'on est dans une émission de divertissement. Il fait des bisous, mais il ne sourit pas beaucoup. Voilà, et qu'il risque d'être cornerisé, d'être attaqué vraiment violemment par les Salamé et Yann Moix, donc il va devoir réagir. Et s'il surjoue son personnage habituel, Valls, c'est le procureur. Valls, c'est celui qui désigne du doigt ses adversaires dans l'hémicycle. Ça va être Manuel Valls va attaquer aussi bien Marion Maréchal Le Pen que Noël Mamère. De la même façon, il les explose. Il les disperse façon puzzle. Hein. Donc s'il continue à jouer ce rôle-là, finalement, il ne va rien porter de neuf par rapport à son image. Ça va être beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Il a essayé quand même de sortir de ce cadre-là. On a vu les images au Petit Journal, vous vous souvenez, qu'il avait dit par exemple, ça fait longtemps que je me suis pas saoulé la gueule, je sais pas si c'est... Mais non, il a dit bourrer la gueule, mais c'est qu'il rigole pas. Et pendant un moment, pendant toute l'émission, en fait, Barthès a essayé de le faire sourire, il n'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, il faut aller le chatouiller en plateau pour qu'il se détende un petit peu, quoi. Mais il n'arrive pas à sourire. Ça, c'est pas un problème pour lui. Il y en a un qui sourit davantage, même si depuis 1 an et demi, il n'a pas beaucoup souri, en tout cas publiquement, c'est Jean-François Copé. Il est de retour, Jean-François Copé, un plan média très dense. Il y a une autre émission de télé, Le Divan, de Marc-Olivier Fogiel, pour s'exprimer sur un temps long. Et on voit l'agenda. Il y a également son livre avec les bonnes feuilles qui ont déjà été publiées par le magazine Valeurs Actuelles, etc., etc. Romain Mouton, est-ce que d'après vous, le timing de ce retour, d'abord, est-ce qu'il est très pensé sur le plan de la com médiatique et est-ce qu'il vous paraît judicieux ? Il a une échéance, Jean-François Copé en tête, c'est la primaire de la droite et du centre, qui est au mois de novembre. Ouais. Il a conscience que Nicolas Sarkozy se déclarera plus tard, et donc il a visé cette fenêtre de tir, la rentrée de janvier, pour faire son retour, avec un objectif politique précis. Effectivement, il ne fait pas de déclaration de candidature, puisqu'il attend de voir si les conditions sont retrouvées pour lui. Mais en tout cas, oui, c'est calculé. Après, on parlera peut-être des choix des médias qui sont aussi calculés, notamment... Parlons-en tout de suite. Parlons-en tout de suite. Par exemple, Valeurs Actuelles. Alors, il revient en disant qu'il a changé, mais il revient dans un média qui est très marqué à droite, assez conservateur dans sa ligne éditoriale, alors qu'on avait connu Jean-François Copé, patron du groupe UMP, très à l'avant-garde, très moderne. Transgressif, oui. Voilà, et puis il était plus moderne sur sa ligne politique. Donc ce qui va être intéressant de voir, notamment à la lecture de son livre, c'est son positionnement politique. Quelle place il va trouver entre un Nicolas Sarkozy qui est
déjà très à droite, entre un Alain Juppé qui est plus à gauche, entre un Bruno Le Maire qui est un peu à la fois ferme sur les questions régaliennes et ouverte sur les questions de société. Finalement, la vraie question, c'est y a-t-il de la place pour Jean-François Copé à la primaire de la droite et du centre, et quel va être son créneau politique? En tout cas, une nouvelle fois, on le voit, en politique, on ne meurt jamais à part quand on est sous terre, et Jean-François Copé en est la preuve. Vous pensez qu'il va réussir son retour, Guillaume Jubin, Jean-François Copé? Alors moi, je ne parlerai pas de retour parce qu'il a disparu, on va dire, des médias pendant quelques mois, mais on peut quand même pas dire qu'il y ait une traversée du désert si longue que celle-là. Et on voit bien d'ailleurs que son retour, tel qu'il est présenté, finalement, la personne reprend ses habitudes, son rythme médiatique tel qu'il existait auparavant, avec la volonté de saturer lui aussi l'espace, d'être présent sur de nombreux médias. Donc la question qui se pose, c'est quel sera son message? Et là, on voit que c'est le moment sans doute le plus risqué pour lui, parce que son message, s'il veut montrer qu'il a changé, s'il veut montrer qu'il est dans un moment politique différent, devra aussi se montrer et se voir dans son rythme de communication. Et c'est aujourd'hui ce qu'on en voit ne laisse pas penser à un changement. Et justement, quand on demande à certains députés ce qu'ils pensent de son retour, ils répondent comme vous, on ne s'était même pas rendu compte qu'il était parti, regardez. Il est revenu, il était parti, ça m'a échappé. C'est sûrement une bonne chose pour Jean-François Copé. Est-ce que vous sentez chez les Français un désir de Jean-François Copé? Je ne l'ai pas encore perçu à ce stade. Jean-François Copé a toujours eu des choses à dire. Maintenant, la question, c'est que les citoyens décideront s'il a des choses à faire. Je crois qu'il avait déjà écrit un livre qui s'appelait « C'est juré, j'arrête la langue de bois ». Oui, mais ça ne veut pas dire j'arrête la politique. Philippe Moreau-Chevrolet, on a l'impression qu'il y a une espèce de storytelling maintenant bien cadré qui s'organise autour de ces histoires de retour. C'est-à-dire que, voilà, silence médiatique absolu et on revient, le dos un peu voûté, on en a bavé, on a surtout sillonné la France, ça c'est très important. Tout ça correspond à une mise en scène qui devient classique presque. Oui, c'est ça, c'est la scénographie du retour. Il n'y a pas eu vraiment de repentance chez Copé. Attention quand même, il n'a pas non plus battu sa coulpe. Il n'a jamais dit qu'il regrettait ses fautes. D'ailleurs, il n'a pas reconnu de faute. Donc il en reconnaît une, c'est celle de ne pas avoir réorganisé l'élection à la présidence de l'UMP. Voilà la seule faute qu'il veut bien du bout des lèvres admettre. Le problème, c'est que les Français ont une image un tout petit peu différente de Jean-François Copé que Jean-François Copé. Pour la majorité des Français, il est quand même associé au scandale de l'UMP à l'époque, il est quand même associé à l'affaire Big Madian, qui a quand même fait la une de nombreux magazines, et pas que de magazines, aussi à la télévision, donc il est un petit peu carbonisé, l'ami Copé. Le problème en politique, c'est qu'au fond, c'est un scénario classique, et c'est l'infini à la portée des caniches. Alors on a l'impression que ça peut toujours recommencer, et c'est pas vrai dans les circonstances actuelles, parce que quand on est allé aussi loin dans la dégradation de son image que Copé, c'est très compliqué de revenir, il aurait fallu plus de temps, il faut aussi qu'il reconnaisse ses erreurs, qu'il fasse un vrai parcours. La traversée du désir de De Gaulle, oui, c'est un bon lapsus. Un bon lapsus. La traversée du désir et du désir de De Gaulle, ça avait duré quand même plusieurs années. On avait le temps de reconstruire une image. Bien sûr, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas d'oubli possible. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps où on était Alain Juppé en termes d'impopularité et de ce qu'il incarnait vis-à-vis des Français. Oui, mais Juppé, il n'est populaire que parce qu'il ne fait rien. Depuis qu'il ne fait rien, Juppé est très populaire. La terreur des conseillers de Juppé, c'est là, il va falloir commencer à prendre position sur des enjeux concrets. Et puis ensuite, être populaire, ça ne veut pas dire que les gens votent pour vous. Oui. Et le problème de Copé, c'est qu'il est à la fois impopulaire et il est peu probable que les gens votent pour lui. Donc ça fait beaucoup de handicap. Effectivement. Allez, on va complètement changer d'univers maintenant et retourner dans l'univers médiatique avec Julien Lepers. Parce qu'il a fait une offensive médiatique intense cette semaine, Julien Lepers, il a commencé par une émission sur LCI, une émission que je connais un petit peu qui s'appelle La Médiasphère, et il se lâche, vous allez l'entendre. Il a raconté son entretien avec la directrice de France 3, et vous allez voir qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et c'est un dialogue de sourds. Oui. Dialogue de sourds. Je vous dis que c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais enfin, est-ce que je peux quand même continuer l'émission jusqu'au mois de juin? Non, c'est tout de suite. Mais je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir aux téléspectateurs, à mon équipe et tout ça. C'est comme ça, on vous fera une émission hommage, ça ira très bien. Allez, merci, au revoir, à bientôt. Suivant. Alors Guillaume Jubin, celle qui limite là, c'est Dana Astier, sa directrice, qui l'a virée. Julien Lepers, il s'est tu pendant plusieurs semaines, et puis là, d'un seul coup, il se lâche complètement. C'est la bonne stratégie, d'après vous, pour reprendre la main? Alors, je crois que Julien Lepers, il a fait le show pendant de nombreuses années. Il continue à faire le show, sûrement parce que derrière, ensuite, il a un agenda, comme on dit, sûrement quelque chose, un projet à venir derrière. Donc, on peut imaginer aussi que sa sortie médiatique est aussi pour préparer l'après.
Je crois qu'au-delà de ça, il y a un sujet qui ne concerne pas seulement Julien Lepers, mais aussi d'autres stars de la télé depuis très longtemps qui doivent partir, puisque la télévision est obligée d'évoluer. Aujourd'hui, la télévision, vous le savez, elle est concurrencée par Internet, et pour les jeunes générations, le média de référence devient Internet. Donc la télévision est obligée de s'adapter, et je crois que le changement qui finalement est un peu plus large que la personne de Julien Lepers, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de renouveler, de changer. Et il est très populaire, vous savez, sur les réseaux sociaux, Julien Lepers. Hein. Il est populaire. Il est culte pour les jeunes. Même. Il est peut-être culte, effectivement, mais je pense que les chaînes de télévision, et France 3 sûrement, veulent regarder devant, regarder l'avenir, et sûrement que l'avenir n'est pas forcément une émission qui existe depuis 20 ans. Je pense que cette réflexion-là, pour le coup, on peut reprocher à France 3 de ne pas assez l'avoir mise en avant pour expliquer le départ de Julien Lepers. On peut aussi, Philippe Moreau-Chevrolet, reprocher peut-être à France 3 de ne pas avoir très bien géré cet épisode. C'est un couac d'image, oui. Ça correspond à une, comme le dit camarade de Tider, ça correspond aussi à une volonté de France Télévisions de rajeunir son antenne. C'est une volonté de Delphine Ernotte, on sait que c'est dans ses cartons de rajeunir l'antenne, il faut rajeunir les visages. Oui, bon, je pense pas, on va pas dévoiler ce scoop, mais Lepers c'est probablement pas le seul animateur concerné par ce rajeunissement. Après, ce qui a été très mal géré, c'est de le vexer à ce point-là, au point qu'il aille sur les plateaux de télé. Et c'est peut-être calculé, c'est peut-être une stratégie délibérée. Maintenant, Lepers c'est aussi un personnage un peu naïf, un personnage un peu excessif, un peu nature. On peut penser qu'il a sincèrement été blessé. En tout cas, ça aurait pu être géré d'une manière plus subtile. Voilà. Les vieux, le départ, ça s'accompagne. Voilà, on n'envoie pas les gens au casse-pipe comme ça. Et le problème, c'est que ça heurte de front le public de Lepers. C'est que Lepers est effectivement très populaire. Il y a même eu un hashtag sur Twitter pour soutenir Julien Lepers. Bien sûr. Donc voilà, il a une communauté qui se mobilise, Julien Lepers. Peut-être qu'il reviendra avec un jeu sur Internet, on ne sait pas. Elle a été sous-estimée, Romain Mouton, cette popularité de Julien Lepers par les dirigeants de France 3, vous pensez ? Il a été clairement humilié. Et les pratiques de Dana Astier, dans ses différentes déclarations, que ce soit sur Julien Lepers ou sur 30 millions d'amis... Où elle avait dit sur 30 millions d'amis, elle avait dit 40 ans, c'est bon. Voilà, enfin... Est-ce que c'est un argument d'une directrice des programmes, je crois, de dire 40 ans, ça suffit ? Non, c'est indécent. On a l'impression, elle était là avant, il me semble, Delphine Ernotte, on a l'impression que là, elle veut donner des gages. Regardez, Madame la Présidente, regardez, moi j'agis à France 3. Mais est-ce que la feuille de route, c'est allez, on passe le balai et c'est fini ? Enfin, je suis jeune, les jeunes n'ont pas envie forcément d'évincer les personnes plus âgées. C'est quoi cet excès de jeunisme à vouloir absolument évincer ce public ? Surtout qu'il y a une jurisprudence, la jurisprudence Philippe Bouvard. RTL avait sorti Philippe Bouvard une première fois. Et ça avait été une catastrophe sur le plan d'audience. Bien sûr. Et puis, donc, je pense que c'est très irrespectueux vis-à-vis de Julien Lepers, qui a marqué toute une génération. C'est très irrespectueux vis-à-vis de 30 millions d'amis. On ne parle pas comme ça aux gens. On ne donne pas des gages comme ça. Les réformes de France Télévisions à France 3 sont beaucoup plus importantes. Et les priorités de Dana Astier ne sont pas forcément les bonnes pour France 3. Il y a peut-être d'autres réformes qui feront économiser plus d'argent aux contribuables, parce que je ne pense pas que ce soit en supprimant Question pour un champion qu'on va transformer quoi que ce soit pour la gestion financière de France 3. Donc, il y a des méthodes qui n'ont pas été respectées. Et en plus de ça, pour finir sur Question pour un champion, je pense que dans ce cas-là, Samuel Etienne, qui est un formidable présentateur, il faudrait lui offrir une nouvelle émission avec un nouveau thème et finalement incarner une nouvelle émission. Remplacer un présentateur pour en mettre un autre, je doute que ça fonctionne. D'un mot, Philippe Moreau-Chevrolet, vous pensez que le public va s'en aller ? Ah oui, il y a des chances, oui. Il ne faut pas oublier que le public, qui vote avec ses pieds, puis il a un certain âge, le public de France 3, donc c'est bien de penser à virer les anciens, mais on les remplace par qui ? Et ben voilà, par Samuel Etienne en l'occurrence. Et on va voir si ça continue, cette tête qui tombe du côté du service public. Merci beaucoup à tous les trois. Comme toujours, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est le journal sur LCI.